bien voilà, nous y revoilà. Merci à tous. Je pense que nous sommes bien dans l'horaire. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, nous allons pouvoir attaquer. Alors, avec aujourd'hui, donc, un titre qui ne manque pas d'intérêt, en finir avec les accueils de sécurité. Mais alors, surtout est important donc par vous remercier pour votre invitation et bien ce nouveau webinaire d'InfoRisque avec ce nouvel épisode des Midis de la sécurité avec 45 minutes pour se former et s'informer. Alors ce format vidéo vient bien sûr en complément des contenus proposés par InfoRisque avec les podcasts, les articles dont je vous invite bien sûr à suivre l'ensemble sur le site d'inforisque.fr. Et une chose importante également, c'est surtout n'hésitez pas à visiter également notre marketplace parce que vous trouverez des solutions produits et services pour des problématiques de gestion des risques pro en passant par la marketplace d'InfoRisque pour choisir vos fournisseurs. Vous contribuez à financer les services que nous offrons gratuitement pour faire progresser la prévention et la lutte contre les risques professionnels. Alors, nous voici partis pour 45 minutes ensemble avec 30 minutes d'intervention de notre invité Vincent Beau, puis 15 minutes pour répondre à vos questions. Petit détail pratique, vous avez en bas à droite de votre écran tapé le message. Si vous voulez poser vos questions, vous cliquez sur le petit pictogramme du point d'interrogation, vous y posez vos questions et nous y répondrons. Bien entendu, enfin plus exactement, Vincent y répondra disons, à la fin de ce webinaire. Surtout, je vous invite aussi à aller jusqu'au bout parce qu'on a aussi quelques annonces à vous faire concernant la suite. Alors, sans plus attendre, donc voilà, pour ce nouveau webinaire avec un titre, comme toujours, assez provocateur avec Vincent. Et avant quand même de laisser la parole à notre invité, 2 mots sur le pourquoi de ce webinaire. Parce que finalement, devant le contenu, la richesse du premier échange que nous avons eu avec Vincent Beau en décembre dernier et suite à son livre, La QVT, en finir avec les conneries, nous avons créé une série de webinaires sur le sujet des enjeux et perspectives de la santé et de la qualité de vie au travail. Et finalement, on a ouvert une boîte de Pandore. Une boîte de Pandore, bah oui, parce que la santé et la sécurité, comme ça, c'est la santé et la QVT, ce sont des sujets qu'il fallait vraiment aborder sur le fond. Et c'est pour ça que nous y avons dédié 11 épisodes et que je vous invite vraiment à écouter parce qu'on ne pourra pas effectivement en faire un petit rappel à chaque présentation. Voilà, mais suite à ces échanges, voilà, nous sommes au 12e épisode et que, voilà, allez-y, surtout. Une chose qui était importante aussi, c'est qu'à la fin de ces 12 épisodes, on vous avait demandé si vous vouliez continuer. Alors, un stop ou encore, eh bien, vous avez dit encore. Eh bien, voilà, nous allons continuer ensemble ces échanges avec Vincent Beau, disons qu'avec ce rendez-vous mensuel. Important également, c'est que ces débats n'ont qu'un seul objectif, contribuer à faire progresser la prévention et la sécurité, la santé et la sécurité de tous en entreprise. Alors, tout de suite, Vincent, faut-il en finir avec les accueils sécurité? Déjà bonjour François, puis bonjour à toutes et à tous. Pardon, Content de vous bonjour Vincent. pas de problème, pas de problème. Plaisir de vous retrouver, François, puis de retrouver, toutes celles et ceux qui se sont connectés pour cet échange-là, en direct ou en différé. Et c'est la rentrée et à la rentrée, d'habitude, quand on est bon élève, on commence par des petites révisions. Donc je ne vais pas répondre tout de suite à votre question, François, est-ce qu'il faut en finir? Mais je vais déjà reposer juste un élément qu'on a beaucoup échangé dans nos précédents webinaires. Donc, j'inviterai tous celles et ceux qui veulent y aller à s'y référer, parce qu'on ne peut pas faire tous les webinaires en un seul. C'est, avant de savoir s'il faut en finir, la question c'est est-ce qu'on sait de quoi on parle quand on parle de sécurité au travail et de santé au travail? Voilà, ça, c'est la base. C'est le point mais de passage obligé qu'il faudrait qu'on s'astreigne tous à faire quand on veut s'emparer d'un sujet. De quoi on parle et est-ce qu'on comprend tous la chose de la même façon? Donc, je vais me permettre cette petite révision, François. La santé au travail, c'est tout simple. C'est très bien défini. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, mais c'est bien défini, c'est stable. On l'a beaucoup vu ensemble, je le rappelle. La santé a été définie par l'OMS et la santé au travail a été redéfinie telle qu'elle par l'Organisation internationale du travail en 1950 comme un état de bien-être physique, mental et social. Voilà. Donc, on a parlé ensemble de cette définition longuement, de la nécessité de l'approcher globalement. Donc, c'est-à-dire que ces 3 composantes, physique, mentale et sociale, sont des composantes indissociables et interactives de la santé. Donc voilà, premier sujet.
Sujet essentiel à bien recaler. Et je peux vous dire, François, que systématiquement, maintenant, quand je suis en intervention auprès de quelqu'un ou en cours, je prends le temps, ça m'est encore arrivé la semaine dernière en conférence, et c'est à chaque fois tellement riche d'interpellations de repasser par la case. De quoi on parle? Le souci, c'est la sécurité, en fait. Parce que, et ça, j'ai pu le voir notamment quand je me suis attelé à mon bouquin, eh ben, il se trouve, François, à mon immense surprise, que le terme de sécurité au travail, lui, eh bien, n'est pas défini. Il n'est pas défini dans les normes, il n'est pas défini dans le code du travail, et pourtant, il est employé. Donc, qu'est-ce que c'est que la sécurité au travail quand on parle de sécurité? Eh bien, si on regarde bien, on a deux choses sur lesquelles se raccrocher avant d'en faire des déductions. La première, c'est la définition du Larousse, donc du dictionnaire, parce que quand même, c'est toujours intéressant de s'y référer. Le Les mots Larousse, ont un sens, normalement. normalement, et on va dire ça comme ça, il le faudrait, et qu'on ait tous le même. Donc la sécurité, le Larousse l'a définit comme ça, c'est lorsque quelqu'un ou quelque chose n'est exposé à aucun danger. Voilà, c'est ce qu'il dit. Alors ça, c'est une définition voilà, qui dit quelque chose. C'est une définition qui est difficile à appliquer dans notre métier de préventeur parce que personne n'est jamais en sécurité puisqu'on est fatalement exposé. Exposé, ça ne veut pas dire affecté, atteint. On est fatalement exposé à des dangers quand on travaille et quand on ne travaille pas non plus. Donc, malgré tout, c'est défini comme ça. Donc, dans la partie qui nous concerne, c'est-à-dire la sécurité au travail et puis la partie opérante, pas que littéraire de ce mot-là, ben, il y a une instance qui s'est attelée à la définir encore une fois, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et voilà ce qu'elle écrit. Elle écrit que la sécurité, c'est la science de gestion des risques aigus. Et elle écrit, entre parenthèses, accident. Donc ça voudrait dire que la sécurité ne concernerait que les accidents. Si on s'en tient à ça, ce qui est quand même une racine un peu fragile de ce concept, si on la prend juste sur cette définition-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça, François? La première chose, c'est qu'il n'y a pas de définition consensuelle de ce qu'est la sécurité au travail et de ce qu'elle n'est pas. Et d'ailleurs, François, c'est la raison pour laquelle le plus souvent, on balance le mot à la cantonade, quoi. On dit santé, sécurité au travail, quoi, comme un espèce de gros sac en se disant j'espère que j'ai bien rien oublié, quoi. Moi, je ne peux pas résister à cette anecdote. Pareil, j'ai été invité dans une conférence qui s'appelait les rencontres de la santé, sécurité au travail, je crois. Et c'est la question que j'avais posée à tous les experts qui étaient présents. C'est-à-dire, voilà, nous sommes en train de parler de la santé, sécurité au travail. Et si on se faisait un petit sondage individuel, là, confidentiel, chacun pour soi, quelle est la définition qu'on donne de la sécurité au travail, c'est-à-dire de notre sujet aujourd'hui? Et la distinction qu'on en fait avec la santé au travail, puisque sinon, on aurait appelé soit tout l'un, soit tout l'autre, quoi. Et je crois que les gens ont été très contents que je ne fasse pas l'exercice. Parce que j'ai fort à penser qu'on ait une grande diversité de réponses. Donc, en fait, François, la sécurité, c'est quelque chose, une discipline qui s'est construite empiriquement comme la prévention. Et ça, on l'a beaucoup vu dans les webinaires qu'on a vus avant. C'est-à-dire qu'on a attaqué le sujet de la santé des salariés par les atteintes physiques directes que sont les accidents. Et donc, la sécurité, ça s'est défini empiriquement comme la prévention des accidents du travail. Et comme il n'y avait pas que des accidents, mais qu'en 1919, les premières maladies professionnelles ont été officiellement reconnues, eh bien, ce qui n'était pas accident, mais qui relevait d'une maladie, qui reste également une atteinte physique, une maladie telle qu'elle est reconnue aujourd'hui quand elle est d'origine professionnelle. Donc, une maladie, c'est également une atteinte physique, mais différée, qui échappait à la compétence technique des préventeurs, qui était beaucoup centré sur les machines, les outils. Eh bien, on a créé un deuxième terme qui s'appelait, il s'appelle encore, il existe encore, l'hygiène du travail, qui était plutôt l'affaire des médecins, puisque c'était plutôt l'affaire des maladies. C'était moins technique que la sécurité des machines et des process, quoi, et des locaux. Et donc, on a eu une coexistence de deux termes qui se sont définis comme ça. L'hygiène industrielle, c'est défini, c'est beaucoup la prévention des maladies. C'était au départ, comme on disait, les médecins qui étaient sur le sujet, et la sécurité à côté, comme la prévention des accidents du travail, donc des atteintes physiques directes. Et puis, dans le temps, aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup, ça existe encore, des diplômes d'hygiéniste du travail, bien sûr, mais on n'en parle plus vraiment dans les pratiques. Et la sécurité recouvre aujourd'hui le plus souvent, quand elle existe, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc,
C'est cette définition empirique que je propose, parce qu'elle est issue du chemin de réflexion qu'on a partagé ensemble. La sécurité, c'est donc la prévention des atteintes physiques directes à la santé des salariés, ce qui n'est pas rien. Je tiens à le dire. Non, je dois dire quand même, je vais un petit aparté quand même, c'est que je remarque, je ne sais pas si c'est parce que petit à petit, je dirais, vos différentes présentations, Vincent, font progresser le sujet, mais c'est quand même pas mal d'ajouter quand même le terme santé à la partie sécurité. On va pas quitter le BPR. Non, c'est pas bien en fait, François. C'est pas bien si j'ai un sujet qui est bien défini qui s'appelle santé au travail et un sujet qui n'est pas défini qui s'appelle sécurité. On ne peut pas se permettre d'aller dans des disciplines qu'on n'a même pas définies concrètement. C'est pas bien. Et c'est ça qui crée un espèce de rôle extrêmement complexe quand on dit à quelqu'un tu seras responsable sécurité. Parce que la grande question, c'est tu seras donc responsable de quoi? Parce que si on est d'accord avec cette définition-là, qui s'est construite, puis c'est aujourd'hui ce qui se passe dans les entreprises, les responsables sécurité ont en charge la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc des atteintes physiques directes. Eh bien, en fin de compte, ça a eu 2 effets, ça, François. 2 effets. Ça en a eu 3. Je vais faire exprès de passer par le premier. Comme je le disais, prévenir les atteintes physiques directes du travail, c'est pas rien. Donc ça a réduit, prenons ça déjà, considérablement le nombre d'accidents du travail. Ça, c'est un point important. Ça a sauvé des vies. Et ça, non seulement je le dis, je l'écris, mais voilà. Mais ça a eu 2 effets indésirables, 2 effets induits qui sont tout sauf bénéfiques, quoi. Le premier, c'est que si la sécurité, c'est la prévention des atteintes physiques directes, ça a laissé complètement dans l'angle mort la santé mentale. Donc ça, c'est le premier angle mort. Et aujourd'hui, les responsables sécurité ne se sentent pas formés, pas missionnés, voire même pas légitimes pour parler de la santé mentale des salariés. Parce qu'on en a fait une discipline à part. Et donc ça, c'est l'explosion du concept global de l'approche de la santé, dont on a souvent parlé. Quand on dit il n'existe pas de blessure qui ne soit que physique. Ça, on l'a démontré ensemble, François, dans nos précédents webinaires, c'est-à-dire que toute atteinte à la santé se verra répercuter sur toutes ses composantes, à des niveaux d'intensité différents, le physique, le mental et le social. Donc, premier problème de cette sécurité qui s'est imposée empiriquement de cette façon-là, c'est qu'elle a mis complètement dans l'angle mort la santé mentale. Et le deuxième problème, c'est qu'elle a mis aussi dans l'angle mort, s'étant emparée du sujet de la santé physique par l'action sur, en gros, les outils de travail, la protection des machines, des outils et la protection des personnes avec les équipements de protection individuels, pour finir par une procédurisation du travail, la création de procédures pour que des personnes protégées travaillent sur des machines, des outils protégés, eh bien, ça a relégué aussi au second plan, dans l'angle mort, l'action sur ce qui n'était pas la technique du travail, l'environnement technique, c'est-à-dire l'organisation, les relations et la projection dans l'emploi. Ça, pareil, c'est les dimensions de la situation de travail dont on a déjà beaucoup parlé ensemble. Donc, la santé mentale est sortie du rang. L'action sur les causes organisationnelles et relationnelles des atteintes à la santé au travail est sortie du rang. Et c'est là où on est dans l'écueil. Pourquoi on est dans l'écueil? Parce que, ça explique l'explosion des atteintes à la santé mentale, premièrement. Et deuxièmement, François, c'est même pas bon pour la prévention des atteintes à l'accident du travail, enfin des atteintes à la santé physique par accident du travail. C'est même pas bon parce que ces déficiences à agir sur l'organisation et les relations du travail créent des accidents et expliquent le palier sur lequel on est. Et oui, ça explique le palier. Une augmentation énorme. Finalement, plus on s'en occupe, on a l'impression de plus on s'occupe des risques professionnels et plus les chiffres augmentent. Donc c'est assez effarant malgré les sous-déclarations. Enfin bon, on va pas refaire encore. On va pas refaire notre webinaire sur l'état de la santé au travail. Mais pour le dire comme ça, c'est que, pardon François, c'est que ce palier de la réduction des accidents du travail, c'est quoi? C'est la défaillance des entreprises à agir sur les causes organisationnelles et relationnelles. Parce qu'on est pris dans cette espèce de biais cognitif, dans cette espèce de représentation qui est défaillante, qui est les gens ont des accidents parce qu'ils se font mal avec des outils ou avec des machines, avec un environnement matériel, et les gens ont des troubles psychosociaux parce qu'ils se font mal par l'organisation et les relations du travail. Vous voyez, on a créé 2 mondes qui ne se communiquent pas, voire même, François, 2 mondes qui en entreprise génèrent 2 directions séparées, qui s'ignorent.
avec d'un côté une direction sécurité en entreprise et de l'autre une direction qu'on va appeler risques psychosociaux, qu'on va appeler une direction QVT, une direction autre qui va, elle, se prendre en charge de la santé mentale, quoi. Donc, c'est là le problème sur lequel on se situe. Oui, et puis je Donc, pense que voilà. ce qu'on a vu ensemble, c'est que finalement, si je vous ai bien lu, bien lu et bien entendu, ça vient, cette erreur, finalement, porte préjudice finalement à la fonction même du responsable HSE, qui est parfois discutée. En fait, c'est exactement ça, puisque quand on dit tu seras responsable HSE, est-ce que le S veut dire sécurité ou le S santé au travail? Si le S c'est responsable hygiène, sécurité, environnement, comme c'est souvent le cas, alors on le met dans le flou. Est-ce que c'est à lui de traiter des questions d'atteinte à la santé mentale? Est-ce qu'il est préparé à former à ça? Est-ce qu'on lui donne les informations du niveau d'atteinte à la santé mentale présente en entreprise? Est-ce que l'entreprise cherche même à le savoir? Et d'un autre côté, est-ce qu'on lui donne des clés pour faire son travail dans toutes les composantes? Les atteintes à la santé physique, mais aussi mentale des salariés, des travailleurs. Je m'explique, est-ce qu'il a accès, ce responsable HSE, à l'action sur l'organisation du travail qui peut générer des atteintes à la santé physique et mentale, aux relations au travail? Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est là où son rôle se retrouve aujourd'hui bloqué et puis en panne de sens pour les préventeurs eux-mêmes et pour les gens qui vont recevoir ce message-là, quoi. Mais alors, très vite, Vincent, ces politiques sécurité, elles sont obsolètes? Eh bien, François, c'est le mot qu'il faut utiliser. Quand elles sont définies comme ça, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, une politique sécurité au travail qui ne viserait que les accidents du travail et les maladies professionnelles à réparer, ce sont donc des politiques qui sont obsolètes. Et vous savez quoi? J'ai eu un échange, mais qui était dingue, parce que c'était avec un préventeur d'une très grande entreprise, qui me dit un jour, elle pète un plomb et elle me dit, moi, l'entreprise n'a à s'occuper que des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont reconnus par la sécurité sociale, monsieur. Voilà. Elle me prend complètement de biais, quoi, en disant, Mmh. mais nous, on fait juste ce qu'on doit faire, quoi. Et là, François, j'ai eu mal au cœur pour elle, parce que c'était une affirmation tellement déconnante que j'ai été obligé de lui rappeler un principe clé du Code du travail. Le code du travail ne dit pas l'employeur doit s'occuper des accidents du travail, des maladies professionnelles une fois qu'ils sont reconnus. Je veux dire, qui a jamais lu ça? Personne. Le code du travail a un article qui s'appelle le L4121-1 qui institue le principe de la responsabilité de l'employeur au regard de la santé physique et mentale des travailleurs. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, elle est là votre responsabilité. Elle ne s'arrête pas aux seuls accidents du travail et maladies professionnelles reconnus, qui, on le sait, c'est pas nouveau, représentent des trous énormes dans la raquette de la reconnaissance des accidents du travail d'une part, des maladies professionnelles d'autre part, et à l'intérieur de ces deux catégories, de toutes les atteintes à la santé mentale qui sont reconnues très peu par l'un et si peu par l'autre, quoi. Donc, ça veut dire quoi si on revient à la racine de la responsabilité de l'employeur, hein? Prendre soin, tu vois, s'assurer de la protection de la santé physique et mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employeur doit adopter, doit et non pas peut, une égalité de traitement entre la santé physique et mentale de ses travailleurs. Ce n'est pas écrit dans le code du travail, assure la santé physique et, s'il a le temps, et après, mentale. Vous voyez, elles sont positionnées sur le même plan. Donc, l'employeur doit assurer une égalité de traitement de la santé physique et mentale de ses travailleurs. Et deuxièmement, ça induit qu'il doit donc agir sur toutes les dimensions de la situation de travail des salariés, les dimensions techniques, l'organisation du travail, les relations au travail et la conjoncture, comme on l'a vu ensemble. C'est ça que ça veut dire. Et la seule façon pour lui d'y arriver, c'est de prendre l'ensemble des risques qui peuvent venir des dimensions du travail et d'évaluer l'ensemble de ces risques d'une seule traite, c'est pour ça qu'on parle de document unique, pour voir, quelle que soit la nature du risque, qu'il soit technique ou psychosocial, ceux qui pèseront le plus lourd sur la santé physique et mentale des salariés et donc les moyens qu'il faudra mettre en œuvre en priorité. C'est ça. Et vous voyez, pour vous donner un exemple, dans l'échange que j'ai pu avoir encore récemment avec un préventeur, je lui dis, et donc ça veut dire qu'il faut en finir avec la seule lecture des taux de fréquence AT. Et aujourd'hui, on a des dirigeants, j'ai rencontré une entreprise qui avait une énorme culture sécurité, vous voyez, le dirigeant, il a un indicateur de résultat sur le taux de fréquence des accidents du travail, François, et le taux de gravité des accidents du travail. Et c'est pour ça que dans mon livre,
je dis qu'il faut passer du taux de fréquence des accidents du travail au taux de fréquence des atteintes à la santé. Et on mettrait là-dedans toutes les atteintes à la santé physique et mentale que l'entreprise doit, et non pas peut, recenser et donc prévenir. Et c'est là, si vous voulez, François, qu'on arrive tout droit vers une question qui n'est plus que technique, hein, même s'il y a une part technique de notre sujet, mais qui devient managériale. On n'aura accès à la santé physique et mentale des salariés que si on les écoute. Parce que la santé physique… Le fameux dixième. C'est ça. Parce que la santé physique s'écoute, s'observe, la santé mentale s'écoute. Et on aura accès à toutes les dimensions du travail qui peuvent jouer sur la santé physique et mentale des salariés que si on les écoute. Parce que tout ce qui, dans l'organisation, dans les relations au travail, peut créer un risque pour la santé physique et mentale des salariés, ça ne se voit pas, mais ça s'écoute. Donc, écoutez tout ce qui, dans le travail, compose la situation de travail. Écouter et évaluer tous les effets sur la santé physique et mentale, elle est là la responsabilité de l'entreprise. Et donc, et j'aborde cette conclusion comme ça, François, et donc, c'est donc le premier message que l'employeur doit adresser à ses salariés, à ses travailleurs, pour aller plus loin que les seuls salariés, quand il les accueille. C'est ma responsabilité, c'est votre santé physique et mentale, c'est l'affirmation première. Ta santé physique et mentale, chez moi au travail, c'est ma priorité. Et donc, voilà, d'une part, les règles que toi, tu dois appliquer. Et vous voyez, François, il y a autant d'importance à dire à un salarié quand on l'accueille. Le premier message, c'est toujours le plus important. Eh bien, c'est la première impression, on va dire comme ça. Eh bien, il y a autant d'importance pour moi, employeur, à ce que toi, salarié, tu appliques les règles, par exemple, du port des équipements de protection individuelle. C'est aussi important pour moi de te le dire que de te dire, par exemple, tu as des comportements au travail sur le respect des personnes, de leur dignité, la non-agression des personnes par harcèlement moral, par harcèlement sexuel, par agissement sexiste, et je vais te les définir. Ça fait partie des règles que tu dois appliquer, oui, de la même façon, François, que ce soit porter ces équipements de protection ou ne pas être celui ou celle qui va créer des situations de harcèlement au travail, quelle que soit la nature de ce harcèlement-là. Vous voyez, c'est ce premier message qu'un salarié doit prendre, c'est qu'il n'y a pas de distinction qui sera faite autrement que par le niveau de risque. Donc, une fois que j'ai envoyé ce message et que j'ai dit au salarié, tu as ton rôle à jouer là-dedans, ce rôle, il est double. C'est tu dois respecter les règles. On ne va pas te demander si tu dois porter ton casque sur le chantier, tu dois le faire. Et d'autre part, tu dois aussi respecter les règles qui vont protéger la santé mentale des personnes qui sont autour de toi par tout ce qu'on peut se donner comme exemple qu'on vient de produire, quoi. Et dernier point, dans cet accueil, le salarié qui prend ces règles-là, si on en reste là, malheureusement, c'est la meilleure façon de le mettre dans ce qu'on appelle une injonction paradoxale dans le cas où il n'y arrive pas. Dans le cas où il n'arrive pas à protéger, par exemple, sa propre santé mentale parce qu'il a trop de charges de travail. Prenons cet exemple-là. Je te donne une règle, oui, François, je l'illustre. Je te donne une règle, tu n'as pas le droit de te connecter le soir, le week-end, etc. Voilà, parce que moi, je veux protéger ta santé mentale, notamment, et physique après, parce que c'est toujours les deux qui vont déguster. Et donc, tu vas signer la charte de droit à la déconnexion, puis je vais te former à la déconnexion, oui. Et si c'est juste ça, et que derrière, sa charge de travail, je prends cet exemple-là, fait qu'il n'y arrive pas, mais il faut absolument compenser ça par un dispositif qui va se mettre à l'écoute de ce que les salariés vivent réellement pour pouvoir assurer cet objectif-là et qui relève parfois non pas d'eux-mêmes, mais de l'entreprise. Et là, on va toucher la question de ce qu'on a plusieurs fois évoqué, c'est cette question d'organisation du travail. Eh bien, tellement, François. C'est peut-être aussi le sujet qui coince. C'est tellement vrai, François. Et donc, voilà pourquoi l'accueil sécurité est obsolète si on ne le remplace pas par un accueil santé au travail qui, pose ce cadre d'une égalité de traitement de la santé physique et mentale de tous les travailleurs. Deuxièmement, pose le cadre des obligations d'une part de tout travailleur, le respect des principes et puis des comportements clés. Et troisièmement, qui pose le cadre de la façon dont l'employeur va s'y prendre pour aller écouter chacun de ses travailleurs afin de voir si dans ce qu'il a pu mettre en place, il ne reste pas des situations de travail dégradées parce qu'il n'y a pas les bons outils. Et entre nous, François, c'est encore une telle question, la question des outils qui déconnent et qui ne sont pas réglés. Si la situation de travail est dégradée par une organisation qui déconne,
par des relations qui déconnent et qui n'ont pas été régulées. Et donc ça, c'est l'obligation pour l'employeur d'aller écouter les salariés pour savoir s'ils perçoivent des problèmes. Et évidemment, très souvent, non seulement ils perçoivent des problèmes, mais ils perçoivent des solutions. Ce qui nous ramène exactement à notre sujet, l'accueil sécurité. Eh bien, si on regarde le code du travail, alors le code du travail, comme je vous dis, il a cette espèce d'électron libre du mot sécurité qu'il a balancé, placardé un peu partout sans le définir. Donc, on est emmerdé de le voir parfois arriver. Mais malgré tout, il y a un article du code du travail qui est l'article L4141-1 qui dit quoi? Ben, il dit quoi? L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité au travail et les mesures pour y remédier. Donc, on est vraiment sur une exigence de santé. Ce qui veut dire quoi? L'application directe, c'est d'accueillir un salarié sous cet angle-là, non pas ta seule sécurité, en l'ayant bien défini, mais ta santé. Et donc, il faut en finir avec ces accueils sécurité qui ne font que, et même s'il faut le faire, hein, François, mais ils ne font que parler des risques techniques et des atteintes physiques en parlant des manutentions manuelles, en parlant des incendies, en parlant des équipements de protection, en parlant des procédures, vous voyez, en parlant de toute cette offre de prévention qui doit, je dis bien, c'est pas annulé en place, qui doit être mis en place, mais qui ne peut pas être le seul champ d'expression de l'accueil que l'on fait à tout nouveau travailleur. Oui, mais ça veut dire que l'accueil sécurité, 100%, oui, on y va, si j'ai bien entendu, mais on y va autrement. Ça veut dire que l'accueil santé au travail s'impose aujourd'hui dans le débat, François. Ça veut dire que l'accueil sécurité aujourd'hui, il est tel qu'il n'a pas été défini et tel que le principe de sécurité a été construit, il est incomplet et il va même contre son propre objectif. On aura toujours autant d'accidents du travail si on ne donne pas aux salariés l'occasion d'agir sur les problèmes, la remontée des problèmes et la recherche de solutions qui traitent son organisation du travail, par exemple, et ses relations au travail. Vous voyez ce que je veux dire, François? C'est-à-dire qu'il va manquer son propre objectif s'il ne cible que ça de cette façon-là. Donc, il faut passer à des accueils santé au travail. Et si on veut définir, je l'ai fait rapidement, oui, mais les 5 étapes qui permettront de le faire. 1, j'accueille quelqu'un chez moi, je lui affirme l'égalité de traitement qui sera la mienne sur sa santé physique et mentale au travail. Point numéro 1. C'est le premier message. Ta santé physique et mentale, pour moi, c'est au travail. C'est une priorité. Deuxièmement, sur la réaffirmation du rôle, hein, c'est-à-dire ton rôle, toi, salarié et travailleur chez moi, ce sera d'appliquer ces consignes. Et ces consignes ne traiteront pas que la santé physique. Et deuxième rôle, c'est l'obligation d'impliquer. Donc, appliquer d'un côté et impliquer de l'autre. C'est j'ai besoin de toi pour que tu puisses me dire, et pas que quand tout va mal, quoi, pas que en tant qu'alerte. J'ai besoin de toi pour me dire tout ce qui, dans ce que tu vas recevoir de ta situation de travail, tout ce qui peut constituer un problème sur l'environnement technique, enfin, les outils que je vais te donner, les produits, etc., mais aussi l'organisation, les relations et la projection dans l'emploi, la conjoncture, comme on dit. Et deuxièmement, sur les éventuelles atteintes à ta santé physique et mentale qui pourraient surgir, quoi. Donc, j'ai besoin de toi. On avait un slide pour ça, Kevin, un slide qui reprenait justement l'ensemble des points qui serait peut-être utile aussi de partager avec tous nos visiteurs d'aujourd'hui, enfin nos auditeurs d'aujourd'hui. Oui, c'est celui qu'on avait projeté. Merci François de le rappeler. C'est celui qu'on avait projeté dans un des précédents webinaires qui montre que toutes les dimensions de la situation de travail vont avoir, chaque fois que quelque chose déconne et atteint à la santé d'un salarié, une répercussion sur les 3 champs de sa santé systématiquement. Ça veut dire que demain, on fait quoi? Parce que alors là, je me mets à la place un peu de responsable HSE qui vient d'écouter cette première partie, enfin cette première partie, on est pratiquement à la fin de notre webinaire, mais après écouter tout ça, ce responsable HSE, demain, il fait quoi? Donc François, je vous redonne les 5 étapes pour rester vraiment précisément dans comment passer d'un accueil sécurité à un accueil santé au travail, hein, pour être dans la réponse. Il fait quoi? Déjà, il ne fera pas tout seul. Ce n'est pas une décision qu'un responsable HSE, sécurité, quel que soit son nom, prévention, va prendre tout seul. Il faut que ce soit d'abord et avant tout porté par le dirigeant. Donc, si on reprend les 5 étapes, première étape, pour pouvoir affirmer l'égalité de traitement de la santé physique et mentale, encore faut-il que l'entreprise soit extrêmement au clair avec ça. Donc, que l'entreprise soit au clair entre elles, que le dirigeant soit au clair. Vous savez, je vous avais déjà cité l'anecdote d'un dirigeant qui m'avait dit « la santé mentale, ce n'est pas mon sujet ». Voilà, bah si, justement. Donc, qu'il soit au clair et que derrière, ce soit l'affirmation qui soit faite à tous les travailleurs en place
et tous les nouveaux travailleurs. Point numéro 1, François. Pour être toujours concret, point numéro 2, en indiquant à tout nouveau salarié, une fois qu'on est aligné dans la direction de l'entreprise, dans la gouvernance de l'entreprise, une fois qu'on est aligné avec ça, ses obligations et ses principes. 2, en accueillant chaque nouveau travailleur sur cette double, après lui avoir affirmé cette égalité de traitement sous son double rôle, appliquer et s'impliquer. Parce qu'on aura besoin de lui pour identifier tout ce qui, dans les situations de travail, va pouvoir atteindre sa santé physique et mentale. 3, en présentant à tout nouveau travailleur, donc, les risques qui sont issus de tous ces environnements, technique, organisation, relations et puis projection de l'emploi, en lui présentant. Voilà, tu viens chez nous, ben voilà ce qui peut éventuellement affecter sa santé physique et mentale. De façon générique, pour tout le monde pareil, mais, et ça c'est super important, spécifiquement à son poste de travail. Tu travailles au service paye, eh ben voilà. Et comme c'est approché globalement, on l'a vu ensemble, ça ne peut pas se faire sans la participation des salariés. Donc, je vais montrer à tout nouveau travailleur, notamment, tout ce qui vient de ce que les précédents ou ses pairs ont déjà identifié comme problème et comme niveau de risque et comme solution. Et donc là, l'objectif, c'est qu'il se reconnaisse vraiment dans ce qu'il reçoit avec ce qu'il va vivre dans sa situation de travail. Et que celui qui soit en maintenance reçoive les risques de sa maintenance. Et s'il y a 2 ateliers de maintenance et qu'il est affecté à un des 2, qu'il voit les risques spécifiques à cet atelier-là. Donc on voit que c'est ça qu'il faut qu'il reçoive. 4e étape, je vais lui dire, une fois que je vais montrer, ben voilà les risques génériques et spécifiques à ton activité que tes pairs ont identifiés et les mesures qui vont avec. Et bien là, on va lui indiquer les ressources pour pouvoir assurer cette prévention de ces risques. Les ressources techniques, voilà où tu vas trouver tout ton matos, etc., tes équipements, mais pas que. Les ressources de compétences, ton manager, ton référent, tous tes membres du CSE, ton médecin du travail, qui vont être disponibles pour toi pour t'aider à mettre ça en œuvre. Et puis, autre ressource, c'est ce que j'ai mis dans mon management pour participer régulièrement à l'écoute de tout ce qui peut te poser souci sur tous les champs de ton travail et la recherche de réponses. Donc, en gros, en lui présentant ce qui doit être mis en place, si on veut atteindre, et on doit atteindre un niveau de santé au travail, le management participatif de la santé des salariés. Ça ne peut pas être, on l'a vu ensemble, autrement. On ne peut pas avoir accès aux problèmes de l'organisation de la relation qui peuvent porter sur la santé des salariés si on ne va pas les écouter. Donc, je vais présenter et je vais dire à ce nouveau salarié, tu seras écouté régulièrement par notamment ton management sur ce qui ne va pas dans ton travail et moi, je m'engage à te donner des réponses en fonction du niveau de risque. Et 5e étape, François, je finis par là, c'est une fois que je lui ai présenté ça, une fois que je lui ai dit très précisément quels étaient les risques qui pouvaient le concerner, que je lui ai donné les ressources pour pouvoir mettre en place une prévention des risques dans laquelle il va trouver sa place, participer, débattre de la façon dont il vit son travail, qu'il soit dans un bureau, qu'il soit à l'extérieur ou qu'il soit sur une ligne de production. 5e, une fois que le salarié reçoit ça, c'est tellement d'infos, eh bien, tout ça, ça n'aura d'efficience que si on va aller vérifier après coup, par le management notamment, et pas que, mais notamment, que le salarié en place se retrouve dans un niveau de santé au travail qui correspond à l'objectif qu'on lui a donné. Donc en disant, voilà, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Ça fait 1 semaine, 2 semaines que tu es là-dedans. Est-ce que tu as retrouvé l'ensemble de ces risques? Est-ce qu'ils te parlent? Est-ce que tu as retrouvé l'ensemble des mesures qu'on t'avait dit avoir mises en place? Est-ce qu'elles te parlent? Est-ce qu'il manque des risques que toi, tu identifies et qu'on n'a pas gérés? Par exemple, j'en prends un, François, ta charge de travail, qui est aujourd'hui de tel inconnu dont personne ne parle. Et deuxièmement, quelle solution tu aurais avec en plus cet œil neuf, pour nous aider à toujours faire mieux ensemble, quoi. Donc, en l'incluant dans cette amélioration continue. Et si on fait ça, vous voyez, François, avec ces 5 étapes-là, alors on passe d'un accueil sécurité à un accueil santé, sachant que ça ne se fera jamais sans l'engagement d'un dirigeant à savoir et vouloir agir comme il faut, quoi. Donc, c'est ça qui va faire sens. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai trop de gens qui me disent on ne parle pas assez de ce qui me fait vraiment mal au terrain, sur le terrain, dans le concret de ma situation de travail. C'est ça qui va faire sens et c'est ça qui va faire efficience. Et puis ce qu'il y a, c'est que effectivement déjà d'interroger aussi ces fameuses injonctions paradoxales. Je pense qu'à un moment donné, il faut que le salarié puisse l'exprimer, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est mets tes équipements pour rentrer, même sans vouloir trop caricaturer. Ben, enfin, vous m'arrêterez si je vais trop loin, Vincent, mais finalement, mets tes équipements de protection, mets tout ce qu'il faut. Oui, mais ça, c'est prends le bon matériel pour faire ce que tu as à faire. Mais d'un autre côté, la commande urgente arrive et oui, bah tu verras ça demain. Et par contre, finis-moi la commande de Monsieur Machin avant de t'occuper du reste. François, c'est là que se situe, oui, la panne de sens et d'efficience des politiques sécurité aujourd'hui quand elles existent, parce qu'il y a des boîtes qui n'en font pas.
La panne de sens et d'efficience, elle est exactement là. C'est que aujourd'hui, on a des gens à qui on donne des préconisations, des prescriptions, des procédures qu'on appelle le travail prescrit, qui ne correspond pas au travail réel qu'ils effectuent. Et dans cet écart-là, ils sont mis en injonction paradoxale, c'est-à-dire respecte les procédures, mais livre le client. Vous voyez, un exemple tout simple, on dit à des livreurs, tu ne te gares jamais sur la voie publique. Par contre, tu finis ta tournée à l'heure. Et tout le monde sait qu'ils ne peuvent pas se garer sur des places de stationnement. Et donc, ils se garent sur la voie publique. Voilà. Et tant que ça marche, tout va bien. Et personne ne leur dit rien, voire on les récompense parce que la livraison est faite, ils sont rentrés à l'heure. Sauf que le jour, et ça m'est arrivé il y a quelques mois, le jour où un livreur se fait rouler dessus par une voiture sur la voie publique parce que il était garé en double fil et puis comme d'habitude quoi, et il est allé livrer. Le jour, il y a, comme on dit à Marseille, la mer et les poissons qui sont tombés sur les épaules de ce livreur en disant t'as pas respecté la procédure. Et en fin de compte, ça c'est le premier, vous voyez, c'est le premier, c'est le premier, première source de perte d'efficience et de sens des politiques sécurité. Et la deuxième, c'est qu'elle n'aborde pas de façon participative tout le contenu et tout le vécu des salariés au travail pour aller faire cas, évaluer et agir en cherchant des solutions avec eux sur comment mieux vivre leur situation de travail. Elle n'aborde pas la santé mentale comme la santé physique et elle n'aborde pas, à équivalence de traitement, toutes les causes comportementales, toutes les causes techniques, toutes les causes organisationnelles qui peuvent générer des atteintes à leur santé physique et mentale. Donc oui, François, c'est là où on a un reste à gagner immense. Oui, et puis comme vous l'aviez dit quand même à plusieurs reprises, on l'avait abordé, on parle quand même de la performance de l'entreprise, c'est-à-dire que ça, ce sont des sujets qui permettent à l'entreprise, normalement, de gagner en performance, parce que c'est pas simplement pour dire il n'y a pas d'accident, c'est aussi parce que la société, les entreprises ont toutes des objectifs financiers, mais ça peut aussi y contribuer. Bon, maintenant, ça contribue. Ça ne peut contribuer qu'à rendre l'entreprise plus performante globalement, c'est certain. Tout le monde le sait. Maintenant, il ne s'agit plus de le savoir, il s'agit de le faire. Alors, je pense qu'on n'a pas tout à fait fini encore d'autres entretiens ensemble, Vincent, mais tout de suite, parce que l'heure file très vite. Alors, peut-être nos premières questions quand même. Alors, je vous invite tous quand même à rester avec nous parce que derrière ces questions, il y a un riche contenu de réponses de Vincent. Et puis, encore une fois, alors, on y va. Alors, par contre, il y a des questions qui sont mélangées avec des commentaires. Alors, hop, j'y suis. Non. Attends, parce que là, les questions me bougent en même temps à l'écran, j'ai un peu de problème. Voilà. Alors, est-ce que ce n'est pas un préventeur qui a une surcharge de travail et par conséquent limite le périmètre pour réduire sa charge de travail et donc c'est prévenir de sa propre santé mentale? Marie, merci. Oui, c'est l'injonction paradoxale, encore une? En fait, Marie, je reprends votre question, elle est tellement vraie, mais il n'y a aucune raison d'exclure le préventeur des travailleurs qui composent l'entreprise et qui doivent jouir du plus haut niveau de leur santé physique et mentale. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le préventeur, c'est pas parce qu'il a en charge ce sujet qu'il doit être victime de ce sujet-là ou qu'il doit se sacrifier pour ce sujet-là. Donc, oui, on a des préventeurs qui, Marie. Je dois dire aussi qu'il y a des préventeurs qui ne se sentent pas légitimes, qui ne se sentent pas formés. Je suis intervenu il n'y a pas longtemps dans une très grande école c'était des masters en santé sécurité au travail, des ingénieurs en santé sécurité au travail. On s'est tous retrouvés avec ces élèves-là sur des questions justement de santé mentale et d'approche globale des situations de travail, donc de management. Et tous ces jeunes-là, qui étaient en plus en alternance, m'ont dit « Non, mais là, nous, on ne se sent pas du tout préparés. » Et on a fait Bac+5 sur le sujet et on ne se sent absolument pas prêt parce qu'on n'a pas été préparé à ça. Donc, il y a des questions de compétences et de légitimité qui font aussi qu'ils n'y vont pas. Et puis aussi, Marie, il y a parfois, je le dis aussi parce qu'il faut vraiment balayer devant chacune de nos portes, certains préventeurs qui sont contents de ne pas y aller, quoi. Parce que c'est aussi rassurant d'être dans son seul champ de compétences et puis de ne pas se mettre à aller trop titiller le management qui ne réagit pas toujours bien quand on lui dit cette pratique organisationnelle ou ce laisser-faire relationnel a des effets sur la santé physique et mentale. Et moi, préventeur, je ne suis pas là pour me taire, quoi. Donc oui, c'est tout à fait vrai. On a des préventeurs qui eux aussi sont directement concernés par la perte de leur maîtrise, perte de maîtrise, de leur santé physique et mentale. Alors.
Alors, l'accueil sécurité n'est-il pas d'informer les personnes des contacts des personnes à prévenir en cas de difficulté physique ou autre, et surtout sans oublier les autres risques sur les autres sujets? On le Alors, fabrique. il y a un et alors que je comprends pas, mais ça doit venir d'un fil. C'est ce Oui, qu'on a dit, hein, l'accueil sécurité, c'est pas seulement dire qui est là, hein, les personnes. Donc, voilà les contacts, voilà les personnes à prévenir, ça en fait partie. C'est d'identifier, c'est de dire à la personne, un, quel est l'objectif poursuivi. Parce que quand même, il est rare qu'on atteigne un objectif qu'on n'ait pas partagé. Donc, pour partager un objectif de santé physique et mentale, il faut le revendiquer, quoi. Il faut l'affirmer. Donc, un, c'est d'affirmer l'objectif, ta santé physique et mentale, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi. À partir de là, définir les rôles de chacun. Et troisièmement, lui donner la liste des risques sur sa santé physique et mentale dans toutes les composantes de sa situation qui ont déjà été identifiées. Et ensuite, s'assurer que déjà ce qui est identifié fait sens pour lui, il le retrouve sur le terrain, qu'il n'en manque pas. Et ensuite, se nourrir du regard qui peut être le sien sur tous nouveaux risques, sur tous les champs du travail dont il peut être voilà, à l'origine de l'identification, jusqu'à la recherche des mesures, quoi. alors tout de suite. Comment calculer le taux de fréquence d'atteinte à la santé? Super question, Abdul. Alors, je ne vais pas botter en touche parce que c'est exactement ce que j'ai mis dans mon bouquin. Je vais te dire comme ça, Abdul. C'est super intéressant cette question parce que j'y étais la semaine dernière avec pareil un très gros groupe qui se posait cette question-là. On va faire un raisonnement simple, quoi. Si on est d'accord pour dire que la santé physique et mentale relève de la responsabilité de l'employeur, il y a une déduction simple. Alors, il ne peut pas comptabiliser que les atteintes à la santé physique. Voilà. On est d'accord. Donc que les accidents du travail et que les taux de fréquence. Donc, ça veut dire que déjà, on se met d'accord sur le fait que le taux de fréquence et le taux de gravité ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la question de la responsabilité de l'employeur sur la santé au travail. Donc, si ça n'est pas ça, alors qu'est-ce que ça peut être? Ça veut dire que c'est le recensement de toutes les atteintes à la santé physique et mentale qui ont pu être faites par des professionnels de santé. Donc, le taux de fréquence, c'est non pas les seuls taux de fréquence d'accidents du travail avec arrêt comme c'est aujourd'hui, mais c'est-à-dire, je vais déjà compter tous les accidents du travail avec arrêt, sans arrêt et bénin, qu'il ne faut pas confondre avec les presque accidents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, juste en disant ça, remonter tout ce qui n'est pas remonté. Pour le dire autrement, le scandale des registres d'accidents bénins, qui aujourd'hui sont des principes dérogatoires à la déclaration des accidents du travail et qui échappent à toute remontée statistique. C'est dans le cahier, personne ne les regarde, personne ne les consolide. Donc ça veut dire toutes les atteintes à la santé. Accidents du travail avec arrêt, sans arrêt et bénin, qui remontent. C'est bien de savoir. Voyons le général avant de voir le particulier. Et deuxièmement, toutes les atteintes reconnues par un professionnel de santé à la santé mentale. Et là, se pose une vraie question. C'était ça le débat que j'avais la semaine dernière avec une très grosse boîte qui me challengeait là-dessus. En me disant, ouais, mais comment on les remonte, quoi? Je précise quand même qu'on l'a abordé aussi Oui, c'est vrai, François. dans un autre webinaire sur lequel on a largement aussi évoqué cette question de sous-déclaration également. Complètement. Et donc là, oui, j'ai un employeur et puis un préventeur devant moi, un très gros groupe, là, qui me challenge en me disant, mais comment on remonte les taux d'atteinte, le nombre d'atteintes à la santé mentale de nos travailleurs? C'était un très gros groupe, quoi. Et moi, je lui dis, c'est super simple. Un professionnel de santé peut vous relever des atteintes à la santé issues du travail. Et je dis, je vais vous donner un exemple clair. Premièrement, aujourd'hui, il est possible de faire reconnaître un choc psychologique, par exemple une insulte au travail. Il est possible de le faire reconnaître comme étant accident du travail. Ça relève complètement de la définition de l'accident du travail. C'est très peu utilisé. Il y a 800 000 accidents du travail déclarés en France et il y a à peu près 10 000 accidents du travail qui sont des troubles psychosociaux. Mais ça existe, ça se développe. C'est encore epsilon, mais ça se développe. Donc ça veut dire quoi? J'ai dit à l'entreprise qui me disait on ne peut pas, je dis faites la promotion auprès de tous vos salariés, faites la promotion que toute atteinte à leur santé physique et mentale doit être remontée comme un accident quand elle s'effectue sur le lieu du travail, y compris lorsqu'il s'agit d'un choc, d'une atteinte à leur santé mentale. Donc, déclarer un accident du travail quand on vous insulte, déclarer un accident du travail quand on vous harcèle, et que ça, c'est une situation précise, claire, comme on dit, subite et violente, qui survient au lieu du travail. Je veux le savoir. Donc, faites-en la promotion, parce que plein de gens ne le connaissent pas. Donc, j'ai dit à l'employeur qui me questionne là-dessus, seriez-vous prêt à faire la promotion de cette reconnaissance-là? La reconnaissance d'un choc psychologique comme une atteinte, comme un accident du travail.
Et ça passerait. Là, vous auriez des choses qui remonteraient. En particulier, et pas que ce soit avec les pairs, mais aussi beaucoup, que ce soit avec le contact avec le public, pour tous ceux qui reçoivent du public et qui subissent beaucoup aujourd'hui l'incivilité et les agressions par le public. Troisièmement, je dis, mais il Et n'y a est-ce pas que que la ça. société, pardon, mais pardon pour cette incursion, Vincent, mais est-ce que l'entreprise va pas dire oh là là, mais c'est mon taux d'AT qui va Alors grimper? attendez, François, je vous donne la conclusion à la fin. Parce que vous avez vu D'accord. venir la conclusion. Donc là, je lui dis à l'employeur, ça, rien ne vous empêche de le faire, tout vous y invite. Et troisièmement, je cite juste ces troisièmement qui est à la main de l'entreprise. Ce n'est pas à la main du législateur, ça. C'est à la main de l'entreprise là, qui me posait la question en disant on ne peut pas, il n'y a rien qui va remonter. Je dis troisièmement, qu'est-ce qui vous empêche de demander à tous vos médecins du travail qui voient des salariés? Le médecin du travail est un professionnel de santé en lien avec le travail chez vous, donc il a les deux cases qui sont cochées. Qu'est-ce qui vous empêche de leur demander le nombre de salariés qu'ils détectent dans leurs visites, qu'elles soient régulières ou qu'elles soient exceptionnelles, qui ont eu leur santé mentale affectée par le travail? Et ça, ils seront capables de cocher les deux cases. Parce qu'aujourd'hui, ça ne remonte pas. Qu'est-ce qui vous empêche de mobiliser vos services de santé au travail en leur disant, si vous voyez des salariés chez moi qui sont atteints dans leur santé mentale par le travail, on ne vous demande pas de nous dire qui, évidemment, mais on vous demande de nous dire, tiens, là, j'ai un cas de salarié qui est remonté dont la santé mentale, par le fait du travail, a été atteinte. Et ça, je suis capable, moi, professionnel de la santé et du travail, de le diagnostiquer. Et donc, je dis, à une troisième action, mobilisez vos services de santé au travail pour pouvoir vous remonter ces infos. Et là, ça va remonter l'indicateur du taux de fréquence des atteintes à la santé. Et la conclusion de cette entreprise-là, vous la voyez venir, c'est non, mais on ne va surtout pas y aller. On ne va pas commencer à regarder tout ça. Chaque fois que quelqu'un se fait insulter par-ci, par-là, chaque fois que quelqu'un se fait harceler ou agresser moralement par-ci, par-là, on ne va pas faire la pub, comme vous disiez, François, qui va exploser notre taux de fréquence et puis notre taux de cotisation. Et puis les médecins du travail, on ne va pas commencer à leur dire de nous renvoyer des indicateurs qui ne sont pas obligés de nous ramener parce que derrière, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et on va se retrouver exactement face à une réalité qu'on veut peut-être pas voir, quoi. Donc, techniquement, il n'y a aucun. Vous voyez, tout nous invite à le faire. Je vais vous dire, et il y a plein d'autres idées, j'en ai mis plein d'autres, quoi, mais vous voyez, tout permet de le faire. Et ce n'est pas possible autrement que de le faire. Maintenant, la grande question, elle revient à ça. Est-ce que l'entreprise a pris la mesure de l'opportunité que ça représenterait plutôt que de la crainte d'agir sur tous les déterminants des situations de travail de tous ces travailleurs et salariés qui peuvent atteindre à leur santé physique et mentale? Aujourd'hui, elle le voit comme une menace. Regardez ce qui se passe, le traiter comme tous les autres sujets de l'entreprise. Et le grand enjeu, je pense, de la santé au travail et puis de la prévention des risques, c'est de lui faire voir ça autrement que comme une menace, mais comme une opportunité. Et ça, François, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la performance que ça va lui donner. Et puis derrière, c'est la réponse à ce que beaucoup d'entreprises craignent aujourd'hui, c'est la désaffection du monde du travail par les salariés qui y sont, qui ne veulent plus y aller si c'est des nouveaux travailleurs dans n'importe quelles conditions et en sacrifiant leurs équilibres, quoi. Donc, je pense que c'est un enjeu majeur qui, c'est une opportunité énorme et un enjeu majeur qui s'affirmera de plus en plus demain et qui a commencé à s'affirmer déjà aujourd'hui. Oui, et puis je rappelle quand même que, bon, on arrive au bout quand même de nos 45 minutes. Le livre de Vincent Bourg, c'est 400 pages. C'est 400 pages, il y a il y a de la méthodologie, il y a quand même, il y a beaucoup, il y a les pistes, pour répondre, comment le faire. Alors, ce webinaire n'est pas un webinaire sponsorisé, n'est-ce pas? Non, c'est parce que parce que je le redis, parce que pour que ça porte pas à confusion. Mais franchement, la QVT, en finir avec les conneries, c'est quand même, moi qui ne suis pas un HSE, j'ai quand même, ce bouquin est annoté de partout. Il y a 400 pages de solutions. Je pense qu'au moins, ça donne des pistes pour pouvoir avancer. Voilà, il y a un de nos participants qui nous dit 400 pages de vérité. Voilà. Et ben, je pense que c'est la bonne conclusion pour Alors moi, j'en ai une de conclusion, François, puis pardon. mais je vais juste, c'est un clin d'œil que je vous soumets. On aura Oui. réussi ce webinaire et j'aurais su si j'étais ou non convaincant si, à InfoRisque, les midis de la sécurité se renommaient les midis de la santé au travail.
Ok, bon, bah bingo, on va y aller, on va y aller. On va y aller. Je pense que ça va être sympa. On va tout refaire. Je suis un foriste, on va tout refaire nos maquettes. Mais pourquoi pas, je prends le challenge. Gavin, tu as entendu Vincent. Donc voilà. Et ben, je dirais pourquoi pas. Je pense qu'on en est tous là. Aujourd'hui, c'est 800 000 accidents par an. Enfin, c'est juste insupportable d'arriver là et puis de se dire on n'a rien fait. Peut-être deux mots qui est une promo. Peut-être si vous voulez réagir, Vincent. Vous avez commencé un Tour de France. Alors là, on va pas quand même tout parler de votre Tour de France. Je pense que le mieux, c'est d'aller, vous allez chercher sur le compte de LinkedIn, vous allez chercher Vincent Beau. Vous allez voir, il fait des trucs extraordinaires. Il est parti en flèche avec vraiment des rencontres parce qu'il parle de l'écoute. Ben, je pense que voilà, il va à la rencontre des responsables HSE, des responsables sécurité, des responsables santé, sécurité au travail. Enfin, voilà. Il vient à votre rencontre et il le fait tout à fait bénévolement. Donc, voilà, pas le temps d'aller faire, on fera mieux après. Une chose que je voulais vous rappeler, c'est qu'au niveau d'Inforisque, on a également mis en place, certainement quand vous êtes abonné, enfin vous êtes inscrit au webinaire, il y a quand même, on vous a proposé de rejoindre le club, qui est un club Inforisque qui a pour objectif justement de vous donner la parole et de vous permettre, bon, c'est un LinkedIn pro HSE, on va dire, mais qui est là justement pour que les gens puissent échanger. C'est vrai qu'il n'est pas lancé tout à fait officiellement, mais voilà, si vous êtes déjà connecté, n'hésitez pas. C'est un lieu de partage. On va encore le développer. Il y a encore un endroit, un outil fait pour vous. Voilà, et de continuer surtout les discussions avec Vincent Beau. Comme ça, on peut continuer et lui poser les questions parce qu'il est assez prolixe. Voilà, dans ses réponses, 45 minutes, ça suffit pas pour Vincent. Alors, juste quand même, je vous ai annoncé plusieurs choses. Pour dire, le prochain, surtout, il y a un prochain épisode avec Vincent Beau, c'est le 16 octobre. Alors, bah, ne le loupez pas. C'est déjà, vous avez lancé sur Inforisque. Le lien, je pense, doit apparaître quelque part. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez sur inforisque.fr et vous allez retrouver dans les webinaires l'inscription. Donc, pour le 16 octobre, je tairai le titre, mais ça ne va pas être mal non plus. Je vous l'assure. Alors, et puis, ne pas oublier également un webinaire le 26 septembre avec un sujet important qui est comment communiquer en environnement bruyant. Là, c'est un peu plus technique, mais c'est vraiment un webinaire qui va être passionnant, j'en suis sûr. Alors, il me reste, j'en étouffe là-dessus. À vous souhaiter un bon appétit, à vous remercier tous pour de votre présence. On a explosé aujourd'hui la fréquentation parce que vous aviez presque 500 inscrits. Donc un grand merci à tous. Et puis voilà, et ben ensemble, on devrait pouvoir continuer. Pardon aux personnes auquel on n'a pas passé directement les questions, eh ben on a quand même un timing à essayer de respecter, ben justement pour que vous puissiez aussi prendre soin de votre corps, d'aller manger, parce que c'est important. Et physique, il faut penser à aller manger. Alors bon appétit à tous et un immense merci Vincent. Merci à toutes et à tous.